Et donc, je vais parler du diabète et des dyslipidémies. Alors, les nouvelles recommandations. Alors, vous savez que depuis 1 an, en effet, il y a eu 3 sociétés savantes qui ont détaillé les guidelines du management du cholestérol. En 2018, le Collège américain, l'ADA en 2019, et puis en septembre, l'ESC. Et pour faire un clin d'œil au professeur Elemi, on va détailler l'ESC 2019 pour voir un petit peu quelles sont les spécificités du patient diabétique. Alors vous savez que les maladies cardiovasculaires, c'est une cause majeure de mortalité prématurée, que ce soit par AVC ou par infarctus du myocarde, que la dyslipidémie augmente le risque cardiovasculaire du patient diabétique, mais que le patient diabétique a une spécificité de ce bilan lipidique, que c'est peut-être une particularité qu'on va détailler, quelle cible en 2019, et puis quelle thérapeutique et quelle perspective. Est-ce qu'il y a une relation entre dyslipidémie et complications cardiovasculaires? Oui, et ça depuis déjà la Framingham Study, il y a une correspondance entre le LDL cholestérol et le risque cardiovasculaire. Nous sommes tous porteurs de plaques d'athérome, mais nous ne sommes pas tous égaux devant ces plaques d'athérome, mais 80% des morts subites sont liées à des ruptures de plaques d'athérome. Le diabétique est un patient particulier, et donc les 3/4 vont mourir du cœur, et donc ce patient qui va décéder par une mortalité cardiovasculaire va décéder un peu plus tôt, puisqu'il y a une mortalité prématurée, avec un risque cardiovasculaire plus important. Il y a un risque d'AVC, d'infarctus et d'amputation du membre inférieur. Alors la dyslipidémie du patient diabétique en particulier, alors c'est très complexe, il y a une augmentation du VLDL cholestérol, des kilomicrons, il y a des anomalies qualitatives, mais aussi des anomalies quantitatives. Et en fait, pour le LDL cholestérol, si on prend que celui-là, il peut parfois être normal, mais il y a une augmentation des LDL oxydés et donc une hétérogénéité du LDL qui va être plus importante. Donc il y a des anomalies parfois fonctionnelles. Le LDL va peut-être être normal, mais fonctionnellement anormal. Et donc, le profil de notre patient diabétique de type 2, c'est un cholestérol total normal à augmenter, un LDL moyennement élevé, mais surtout chez les femmes, avec présence de LDL petit et dense, donc un LDL hétérogène, donc c'est des anomalies qualitatives, un HDL abaissé, 23% chez les femmes, 9% chez les hommes, et des triglycérides élevés chez la moitié de nos patients diabétiques de type 2. Donc, cette dyslipidémie hétérogène, il faut bien la prendre en charge, il faut la prendre en considération dans l'évaluation du risque cardiovasculaire qui va être individualisé en fonction de chaque patient. Alors, pour le risque cardiovasculaire, on sait qu'on a des tables score qui vont étudier plusieurs paramètres, le sexe, l'âge, la pression artérielle, le cholestérol, la présence ou non d'un tabagisme. Mais on sait aussi que cet outil n'est pas un outil de référence chez les patients diabétiques, puisqu'on sont déjà un risque qui est augmenté, chez les insuffisants rénaux chroniques également, les hypertendus sévères et en cas d'hypercholestérolémie familiale. On sait aussi que le score HDL va pouvoir diminuer ou augmenter ce risque cardiovasculaire. Et donc, le niveau de risque cardiovasculaire de notre patient diabétique, selon les dernières recommandations de l'ESC en septembre, c'est soit un très haut risque cardiovasculaire, ça concerne le patient diabétique avec une maladie cardiovasculaire établie, avec une atteinte d'organes ou avec plus de 3 facteurs de risque, ou un patient diabétique de type 1, plus de 20 ans d'ancienneté. Le haut risque cardiovasculaire concerne les patients diabétiques de type 2 qui ont plus de 10 années sans aucune atteinte d'organes. Le risque modéré, et ce sont des jeunes patients, soit diabétiques de type 1, moins de 35 ans, ou diabétiques de type 2, moins de 50 ans, d'une durée de diabète moins de 10 ans, sans facteur de risque. Donc vous voyez que le risque bas n'existe pas chez nos patients diabétiques, puisqu'ils sont d'emblée à risque modéré minimum, et puis dans la majorité de nos patients qu'on voit, c'est des risques hauts ou très hauts risques cardiovasculaires. Alors, la prise en charge de la dyslipidémie du diabétique, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Nous avons tous entendu plusieurs débats sur les traitements pour la dyslipidémie.
l'alimentation, le nouveau régime méditerranéen, mais qu'en est-il de la thérapeutique? Alors, bien sûr, y a-t-il, la question c'est, y a-t-il un bénéfice de réduire le LDL cholestérol? La réponse est oui, et ce sont des méta-analyses qui démontrent que quand on diminue le LDL cholestérol de 1 millimol par litre, c'est-à-dire 0,4 g, pendant une durée d'1 an, on diminue de 23% le risque d'événements cardiovasculaires, de 10% la mortalité toute cause, de 20% la mortalité cardiovasculaire, 17% le risque d'AVC, et cela indépendamment du taux initial de LDL cholestérol, même en prévention primaire chez des patients. Et donc, l'effet d'une réduction de 1 millimol de LDL permet la réduction de 23% en globalité. Donc, il y a une relation entre la réduction du LDL et la réduction importante du taux d'événements coronariens. Et c'est pour cela que nous avons des objectifs de plus en plus bas, the lower is the better. On va diminuer de plus en plus le LDL cholestérol pour améliorer et diminuer la mortalité cardiovasculaire. Et l'ESC en 2019 l'a confirmé avec des objectifs qu'on va voir qui sont de plus en plus rigoureux. Les patients à très haut risque doivent avoir un LDL cholestérol en dessous de 0,55, les patients à haut risque de moins de 0,70 g par litre, les patients à risque modéré moins de 1 g par litre et les patients à bas risque moins de 1,16 g par litre, avec un bilan lipidique qu'on doit répéter tous les 3 mois jusqu'à l'objectif. Donc, si on doit synthétiser, le LDL cholestérol, l'objectif, la cible, c'est moins de 0,55 en prévention secondaire ou chez les patients à très haut risque. Rappelez-vous, nos patients diabétiques de type 2 peuvent être d'emblée à très haut risque s'ils ont 3 facteurs de risque ou s'ils ont une maladie cardiovasculaire établie. 0,7 pour les patients à haut risque et puis moins de 1 g pour les risques modérés. Alors, quelle thérapeutique? Bien sûr, l'alimentation, c'est la base. Il faut éduquer nos patients, il faut insister sur l'éducation thérapeutique, sur l'alimentation, encore et dans la répétition, les patients comprennent. Bien sûr, les céréales, les fruits et légumes, c'est important. Alors ici, si vous voyez un petit peu la comparaison entre la diète et la réduction du LDL cholestérol par statine, par exemple, vous voyez qu'il y a une vraie efficacité de l'alimentation équilibrée. C'était une alimentation diététique, moins de 30% de fat, moins de cholestérol, sur l'amélioration du LDL cholestérol et donc l'amélioration des objectifs. En ce qui concerne les statines, donc c'est la molécule qu'on utilise et qui est recommandée par les sociétés savantes, plusieurs essais nous ont montré leur efficacité en prévention primaire, et bien sûr, on n'en parle même pas en prévention secondaire. Si je prends que les diabétiques, vous voyez ici plusieurs études. Si je prends juste celles qui parlent de patients diabétiques de type 2, là où il y a eu 100% de patients diabétiques de type 2, elles sont toutes formelles, une réduction quand même du critère primaire, là par exemple le CART, la torvastatine, une diminution significative des événements cardiovasculaires, mais je ne veux pas détailler les autres puisque j'aurai pas le temps. Alors, quelle statine? Le choix, bien sûr, dépend du risque cardiovasculaire, des antécédents cardiovasculaires de nos patients, du niveau du LDL et de la cible du LDL auquel on veut arriver. Bien sûr, en fonction des statines, il existe des statines de haute intensité, des statines d'intensité moyenne et des statines de faible intensité, toujours en ayant à l'esprit l'objectif du LDL et le LDL de départ. Si vous voyez par exemple la torvastatine et la rosuvastatine, ce sont les statines qui vont nous permettre d'arriver à un objectif l'objectif de manière la plus rapide et de manière la plus puissante, mais si le patient a un LDL cholestérol qui est peut-être plus modéré, on peut tout simplement utiliser une autre statine pour arriver à un autre objectif.
Alors, les statines sont bien sûr efficaces, ne sont pas exemptes d'effets secondaires. On va passer rapidement sur, par exemple, toutes les myalgies, les myopathies, mais la balance bénéfice-risque reste positive. Et notre discours doit être dans ce sens pour le patient. Il y a une meilleure balance bénéfice-risque pour les patients à haut risque cardiovasculaire, les patients diabétiques et les patients avec maladie rénale chronique. Et c'est pour cela que toutes les sociétés savantes, depuis un an, sont dans le même objectif, nous recommandent l'utilisation des statines pour un patient qui a un objectif, par exemple, pour le collège américain, LDL cholestérol supérieur à 0,70, il faut débuter une statine d'intensité modérée. L'HAA, pareil, en 2019, dit que les statines sont la thérapie de première intention chez les patients qui ont un antécédent cardiovasculaire, avec les patients qui sont diabétiques, qui ont un âge entre 40 et 75 ans. L'ADA, en 2019, redit la même chose chez les patients qui sont diabétiques, avec une maladie cardiovasculaire établie et qui ont plus de 40 ans, statine forte, et si jamais le LDL cholestérol reste au-dessus de 0,70 malgré un traitement par statine à dose maximale tolérée, il faut utiliser peut-être une autre thérapeutique, notamment les étimibes ou d'autres thérapeutiques, l'inhibiteur du PCSK9. L'ESC 2019 rapporte exactement les mêmes choses et puis dit aussi que si on n'arrive pas à la cible, qui est en dessous de 0,55 en prévention secondaire ou en dessous de 0,70 pour les très hauts risques cardiovasculaires, il faut utiliser d'autres thérapeutiques après la statine de première intention. Donc justement, pour arriver à ces cibles, il me reste 3 minutes pour parler de ces perspectives, pour arriver à ces cibles qui sont de plus en plus restreintes et rigoureuses, on sait qu'on a des difficultés parfois à y arriver avec les statines et que maintenant, on a sur nos perspectives d'autres thérapeutiques qui peuvent nous aider. Je vais parler justement des inhibiteurs du PCSK9, qui est la proprotéine convertase subtilisine kexine de type 9, qui a permis depuis quelques années d'avoir des cibles de cholestérol beaucoup plus restreintes et plus basses. Alors, les fonctions de PCSK9, c'est un rôle clé dans la régulation du LDL cholestérol et du LDL récepteur. Je vais passer très vite, mais en résumé, le PCSK9, quand il est sécrété, va aller interagir avec le récepteur du LDL pour permettre une modulation, pour permettre un catabolisme plus important. Quand on va inhiber le PCSK9, on va permettre à ce récepteur de LDL de rester sur la membrane et donc d'attraper le LDL cholestérol circulant, ce qui va permettre un catabolisme plus important du LDL circulant et donc une diminution du LDL plasmatique. Ceci a permis justement, depuis 2003, une très belle histoire avait commencé et nous avons aujourd'hui sur le marché, en tout cas en France et bientôt au Maroc, 2 molécules qui sont commercialisées. Il faut savoir que les inhibiteurs du PCSK9 jouent un rôle synergique avec les statines et ça permet de diminuer le LDL cholestérol. Ce n'est pas du tout, c'est vraiment des molécules qu'on peut utiliser en complémentarité. Justement, voici les 2 études. 9000 diabétiques, placebo contre l'évolocumab, qui est l'inhibiteur du PCSK9, qui a permis une amélioration importante du risque cardiovasculaire, mais aussi un objectif de LDL cholestérol très bas. Odyssée également pour l'alirocumab, qui a permis également de prouver l'efficacité chez les patients diabétiques avec une réduction du LDL cholestérol de manière très importante et donc des résultats qui sont très satisfaisants et très prometteurs. Alors enfin, concernant l'hypertriglycéridémie, c'est un problème qui se retrouve aussi chez nos patients diabétiques puisqu'ils ont une hypertriglycéridémie. Les recommandations de l'ESC 2019 recommandent les statines en première intention pour réduire le risque cardiovasculaire, même quand le patient a une hypertriglycéridémie entre 2 et 4,9 grammes par litre, prescrire la statine quand il y a des triglycérides entre 2 et 5, et au-delà de 5, si les triglycérides sont toujours augmentés,
faire une prescription de fibrate, mais c'est une recommandation qui est vraiment de bas niveau. En conclusion, la prise en charge de la dyslipidémie s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge globale. Pour professeur Agnew, le score ABCDE se retrouve également dans la prise en charge de notre patient. Bien sûr, il faut prendre en considération l'équilibre glycémique, l'équilibre métabolique, le poids, les nouvelles thérapeutiques du diabète et aussi l'exercice et la diète qui sont très importants pour notre patient et bien sûr la prise en charge de notre dyslipidémie. Je vous remercie pour votre attention.